Nous allons évoquer dans cette vidéo la prise en charge de l'apnée obstructive du sommeil par les aides à la ventilation, que l'on appelle des aides avec une ventilation à pression positive continue. On va se poser la question des effets secondaires de cette thérapie qui est utilisée pour un très grand nombre de patients et peut-être discuter à la fin de la vidéo de l'alternative de ce qu'on appelle l'ARA, c'est-à-dire l'avancée rotation antihoraire qui permet une guérison de l'apnée obstructive du sommeil dans un très grand nombre de cas, si les conditions anatomiques le permettent. La machine à ventilation positive présente de très nombreux avantages. C'est-à-dire que si vous souffrez d'une apnée, que vous avez une fatigue, des céphalées matinales, enfin toutes les conséquences diurnes sont, dans l'immense majorité des cas, parfaitement corrigées par l'aide à la ventilation positive. C'est donc excessivement positif. Néanmoins, de nombreuses études récentes ont montré, et des études internationales ont montré que l'aide à la ventilation positive n'améliorait pas les facteurs de risque cardiovasculaires et les constantes biologiques comme la survenue de diabète de type 2 sur le moyen ou le long terme. Ce qui pose un certain nombre de problèmes puisque on se retrouve en définitive avec un traitement palliatif, symptomatique, utile certes et qui n'est pas à négliger, mais absolument pas curatif, ni sur la pathologie de l'apnée obstructive du sommeil en tant que telle, ni sur les facteurs de risque secondaires à cette apnée obstructive du sommeil. Il faut donc se poser la question de savoir pourquoi, quels sont les effets secondaires de la machine à ventilation positive et voir bien évidemment les alternatives pour que vous puissiez en discuter avec le médecin qui vous prend en charge pour votre apnée obstructive du sommeil. Le point important à prendre en compte, c'est que lorsque l'on a montré qu'il n'y avait pas véritablement d'amélioration des facteurs de risque cardiovasculaire, on s'est dit, bon, c'est lié vraisemblablement à un défaut d'observance. C'est-à-dire que c'est une des hypothèses. Les patients ne portent pas la machine suffisamment longtemps. C'est une hypothèse, mais c'est loin d'être une certitude. Il faut comprendre que dans 40 à 80% des patients traités par machine à ventilation positive, il n'y a pas une observance supérieure à 4 heures. Et d'autre part, lorsqu'il y a une observance qui va durer 4 heures, très bien, on se dit oui, c'est bien, mais non, c'est pas si bien que ça, puisque l'observance maximale, c'est en début de nuit. Or, il semblerait que ce soit la deuxième partie de nuit, là où le sommeil est le plus profond, que les effets bénéfiques seraient le plus positifs. Et n'ayant pas la machine dans cette deuxième partie de nuit, eh bien, on a peu d'intérêt d'un point de vue médical à avoir la machine à ventilation positive, puisque vous ne la portez plus pendant cette deuxième partie de la nuit. Enfin, il n'est pas du tout clair que l'apnée obstructive du sommeil soit uniquement une pathologie de nuit. Certains patients ne réussissent pas le jour à avoir une amplitude respiratoire qui leur permet de respirer normalement, vraisemblablement parce qu'elle est couplée à une hyper-résistance des voies aériennes le jour, en plus de l'apnée obstructive du sommeil qui survient la nuit. Alors, intéressons-nous déjà aux effets secondaires de l'aide à la ventilation lorsque vous êtes traité pour une apnée obstructive du sommeil. Alors, les premières complications que nous allons étudier, ce sont les complications liées à l'interface. Vous dormez avec un masque et donc il peut y avoir une interface qui n'est pas parfaitement cohésive et donc il va y avoir des fuites d'air. Donc ça peut faire du bruit. Premier effet secondaire. Pas très grave, vous me le direz, mais c'est quand même un petit peu embêtant pour le conjoint. La deuxième conséquence, c'est que cette interface peut provoquer des allergies. Donc, on peut avoir des réactions allergiques cutanées. Enfin, pour éviter la fuite d'air, on peut avoir tendance à mettre ce qu'on appelle, vous savez, des mentonnières. Ce sont des sangles qui vont créer une hyperpression du masque sur le visage. Alors,
c'est un petit peu paradoxal parce que cette hyperpression va être communiquée par le masque sur la mandibule. Et donc on va avoir la mandibule qui va avoir tendance à se reculer un tout petit peu. Alors, chez l'adulte, ça peut aggraver l'apnée obstructive du sommeil pour laquelle on vous traite. Et surtout, ce sont des effets sur le long terme qui vont provoquer une mobilisation des dents. C'est le principe même d'ailleurs de l'orthodontie. En orthodontie, on mobilise les dents parce qu'on va exprimer des forces sur les dents. Si on exprime une force par le biais d'un masque et d'une mentonnière sur vos dents, sur vos lèvres qui vont se communiquer sur les dents, eh bien elles vont avoir tendance à se reculer et ça peut aggraver votre apnée. En dehors de la conséquence et de l'effet secondaire esthétique, d'une occlusion qui ne va pas être conforme à ce que vous aviez l'habitude. Enfin, toujours par rapport à ces conséquences liées à l'hyperpression liée au masque et aux sangles qui vont maintenir le masque contre votre visage, une étude a montré que chez un enfant qui avait porté très très jeune, vers l'âge de 3 ou 4 ans, si mes souvenirs sont bons, une machine à ventilation positive, eh bien, à l'âge de 15 ans, on avait remarqué un défaut de croissance du visage dans le sens sagittal. Ça pose un certain nombre de problèmes, puisque, mis à part les conséquences esthétiques excessivement importantes, son port régulier du masque pour l'aide à la ventilation positive a induit une malformation morphologique du visage qui elle-même est responsable d'une apnée obstructive du sommeil. Puisque vous savez que quand vous avez le maxillaire en arrière et la mandibule en arrière, eh bien, il n'y a pas de développement anatomique adéquat du pharynx et celui-ci est beaucoup plus étroit et la boîte à langue est fermée d'un volume amoindri et ça provoque un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, c'est pas totalement adéquat. Enfin, d'autres complications, nous avons vu les complications liées à l'interface, il y a les complications qui sont liées à l'hyperpression. C'est-à-dire que vous avez une apnée obstructive du sommeil. Je vous le rappelle très très rapidement. L'apnée obstructive du sommeil, c'est-à-dire que lorsque vous respirez, la pression est négative à l'intérieur du pharynx. La pression étant négative et comme vous n'avez pas de feedback, de rétrocontrôle, les parois vont se collaber et elles vont d'autant plus se collaber que les parois sont proches l'une de l'autre. Et donc, le principe de la PPC, c'est d'augmenter la pression à l'intérieur, et donc vous respirez avec une pression positive, ce qui n'est pas du tout physiologique, mais au moins ça maintient le volume des voies aériennes. Et donc, il y a une hyperpression. Eh bien, cette hyperpression va se transmettre aux muqueuses. Et donc, vous pouvez avoir comme conséquence, au niveau des muqueuses du nez, un état inflammatoire et une rhinorrhée. C'est-à-dire que votre nez va se boucher de façon assez régulière. Alors, ce qui fait que la PPC sera beaucoup moins efficace, voire plus efficace, mais en même temps, vous allez devoir dormir la bouche ouverte. Si vous dormez la bouche ouverte, on le sait, cela provoque une apnée obstructive du sommeil, ou ça aggrave l'apnée obstructive du sommeil. Donc, c'est déjà un effet secondaire qui est fortement délétère. D'autre part, cette hyperpression peut se transmettre non seulement au niveau du nez, elle peut transmettre aussi sur l'ensemble de la paroi du pharynx, des parois bronchiques. Et vous savez que normalement, quand vous inhalez, de nuit comme de jour, les corps étrangers, puisqu'il y a malheureusement dans l'époque dans laquelle on vit, on a de plus en plus de corps étrangers et qu'il est important d'éliminer, puisqu'ils sont pour l'essentiel cancérigènes. Et vous avez des petits cils qui vont les éliminer, les évacuer. Certaines études ont montré que la machine à ventilation positive provoquait une désynchronisation du mouvement cilaire et qu'il n'y avait plus d'élimination de ces corps étrangers qui ont donc logiquement une plus forte probabilité de se transmettre dans la voie sanguine générale. Donc c'est un effet secondaire qu'il faut prendre en compte et dont les conséquences ne sont peut-être pas visibles sur le court ou moyen terme, mais sur le long terme, je pense qu'il peut y avoir des conséquences assez importantes. Toujours concernant cette hyperpression, selon des mécanismes qui sont moins connus,
On a montré des effets au niveau du cerveau avec une augmentation de la pression du liquide céphalorachidien, une augmentation de la pression intracrânienne, une probabilité plus importante comme effet secondaire de survenue d'un écoulement du liquide céphalorachidien. Alors, plus pour des patients qui ont été opérés de chirurgie au niveau transsphlénoïdal, en particulier pour des patients qui présentent une acromégalie, mais ce sont des paramètres à prendre en compte puisque ce sont des patients qui sont souvent traités pour une apnée obstructive du sommeil. Bref, des complications qui peuvent être sévères, induites par cette hyperpression. Et une autre qui est excessivement importante et qui concerne l'œil. L'hyperpression peut se véhiculer au niveau des voies lacrymales, peut se véhiculer au niveau de l'œil, et on a noté une augmentation d'hypertonie oculaire pour des patients qui sont sous machine à ventilation positive. Alors c'est un petit peu paradoxal, puisque l'apnée obstructive du sommeil est en elle-même un facteur de risque de survenue d'un glaucome. Et donc, dans un certain nombre de cas, on va avoir une augmentation de l'hypertonie oculaire induite par la machine à ventilation positive, et cette augmentation de la tension oculaire va elle-même induire un glaucome sur le moyen terme. C'est quand même un petit peu désolant. Raison pour laquelle d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis intéressé sur le sujet, j'ai un certain nombre de patients qui viennent me voir pour envisager une guérison de leur apnée obstructive du sommeil, et on voit dans les antécédents et dans le suivi un glaucome. Et alors qu'ils sont suivis par machine à ventilation positive depuis 15 ans et 20 ans. De façon épisodique, mais ce n'est pas néanmoins à négliger, un certain nombre d'articles scientifiques ont montré des conjonctivocalasis. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais l'hyperpression ou l'apparition de germes au niveau de l'œil véhiculés par l'hyperpression en elle-même liée à la PPC va provoquer un plissement de la conjonctive. Alors, la conjonctive, c'est un petit peu la membrane un petit peu transparente qui va recouvrir la cornée, la face interne des paupières, et elle va se plisser. Alors, ça peut induire un certain nombre de conséquences sur le moyen terme qui peuvent nécessiter une intervention chirurgicale. Enfin, de façon totalement exceptionnelle, mais attention, je ne vous parle pas des probabilités d'apparition des complications, je parle de toutes les complications qui ont été décrites. Eh bien, nous avons, pour un certain nombre de cas, je crois qu'il y a un cas qui a été publié, où vous avez un patient qui a eu ce qu'on appelle une endophthalmie, c'est-à-dire une infection de l'œil. C'est une pathologie excessivement grave puisqu'il y a un risque de perte de vision et cela a été induit, dans cet article du moins, par le port de la machine à ventilation positive. Donc l'hyperpression présente un certain nombre de conséquences qui sont importantes. Elle peut provoquer également ce que l'on appelle une hyperrésistance des voies aériennes. C'est-à-dire que la pression qui est véhiculée dans le pharynx afin d'éviter que celui-ci se ferme, se collabe, provoque un flux aérien qui ne va plus être laminaire, mais il va devenir, c'est-à-dire que laminaire, c'est-à-dire qu'il va bien être parallèle, qui va arriver jusqu'au poumon tranquillement, toute quiétude. Eh bien, le flux va être turbulent. Et donc, vous avez apparition d'une hyper-résistance des voies aériennes qui, en tant que telle, va provoquer une apnée du sommeil. Ou du moins, pas provoquer une apnée du sommeil en tant que telle, mais provoquer les mêmes effets que l'apnée du sommeil. Enfin, toujours à cause de cette hyperpression, qui n'est pas du tout physiologique, puisqu'on respire normalement en pression négative au niveau des alvéoles, nous allons avoir dans un certain nombre de cas des patients qui tolèrent mal cette hyperpression. Et donc ils se réveillent tout le temps, ils ne respirent pas bien, et donc ça déstructure complètement leur sommeil, malgré la machine à ventilation positive, ce qui peut expliquer qu'ils soient épuisés. J'ai des patients qui viennent me voir et me disent « je suis épuisé malgré la machine ». Et je la porte, la machine, toute la nuit, mais je ne dors pas. Bon. Eh bien, c'est un effet lié à une mauvaise tolérance, un des effets liés à une mauvaise tolérance de l'hyperpression induite. D'autre part, si vous avez un syndrome d'hyperrésistance des voies aériennes induite par la machine, si vous ne tolérez pas bien cette hyperpression, vous allez avoir tendance à lutter, et puis le cerveau, à un moment donné, peut se dire, bon, j'arrête de chercher à respirer, et donc apparaît une apnée centrale. Donc vous êtes traité par une machine à ventilation positive pour une apnée obstructive,
et apparaît une apnée centrale, donc vous avez une apnée mixte. C'est pour ça qu'on retrouve dans un certain nombre de cas des apnées mixtes chez des patients qui ont une apnée obstructive du sommeil et qui sont traités par machine à ventilation positive. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la définition de l'apnée centrale par rapport à l'apnée obstructive, l'apnée centrale, c'est une apnée induite par un défaut de commande du cerveau de respirer. Le cerveau dit, bon bah, je ne vais pas respirer. Et l'apnée obstructive, hein, c'est une apnée liée à des voies aériennes qui se collabent parce que lors de l'inspiration, la pression devenant négative, eh bien, elles vont se collaber parce que vous n'avez pas les rétrocontrôles suffisants pour empêcher cette fermeture des voies aériennes. Concernant les autres complications liées toujours à l'hyperpression, eh bien, chez un certain nombre de patients, l'air va passer au niveau de l'œsophage. C'est ce qu'on appelle une aérophagie, ce qui est un facteur de risque en tant que tel, ce qui peut provoquer des reflux gastro-œsophagiens. Là aussi, il est important de voir que le reflux gastro-œsophagien est une complication de l'apnée obstructive du sommeil. Donc vous voyez, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Concernant les effets cardiovasculaires, on a vu que la machine à ventilation positive n'apportait pas de réels bénéfices. On a vu que c'était peut-être lié au fait que l'observance n'était pas adéquate. Mais déjà avec beaucoup de prudence, puisqu'on a vu au cours du début de cette vidéo que c'était compliqué pour un patient d'avoir une machine à ventilation positive plus de 4 heures, mais que même si c'est 4 heures qu'il porte sa machine, ça va pas être très intéressant puisque ça va être en début de nuit et ce serait plutôt en deuxième partie de nuit qu'il serait intéressant d'avoir sa machine à ventilation positive. Mais il y a aussi des effets secondaires qui peuvent induire des troubles cardiovasculaires. Dans un certain nombre de cas, on a montré que la machine à ventilation positive pouvait induire une hypertension artérielle. Vous allez me dire, c'est quand même incroyable, on n'en parle pas. Oui, j'étais aussi étonné que vous en lisant ces articles. Vous avez une résistance des voies aériennes qui peut être induite par la machine à ventilation positive. Vous avez une hyperpression à l'intérieur des voies aériennes. Vous allez forcer pour respirer. En forçant pour respirer, il est possible qu'il y ait une pression négative qui arrive, ou de façon négative relativement par rapport aux voies respiratoires, qui arrive au niveau de l'œsophage. De fait, dans un certain nombre de cas, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des déviations septales diastoliques. C'est-à-dire que lorsque le cœur va être au repos, la paroi interventriculaire peut se décaler vers la gauche, ce qui peut provoquer un défaut de fonctionnement cardiaque qui peut être lui-même selon des mécanismes dont je ne veux pas trop rentrer en détail ici, mais qui peut en lui-même provoquer une dysfonction cardiaque qui elle-même peut être responsable d'une hypertension artérielle. Donc, dans un certain nombre de cas, de façon peut-être exceptionnelle, hein, mais la machine à ventilation positive peut induire une hypertension artérielle. Enfin, les autres complications qui ont été décrites avec le port continu de la machine à ventilation positive, il ne faut pas les négliger. Il y en a une en particulier, c'est l'apparition de cancer. Alors, c'est lié plus, je pense, à des défauts, hein, puisque c'est pas un effet secondaire en lui-même, enfin c'est une complication qui n'est pas négligeable. Dans un certain nombre de pays, des actions judiciaires ont été menées contre Philips, si mes souvenirs sont bons, sur un potentiel risque de cancer sur le long terme. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais c'est une question qu'il faut se poser. Il semblerait que ce soit lié à des filtres sur lesquels des particules se sont détachées et ont pu gagner la circulation sanguine. Néanmoins, gardez également à l'esprit, alors sans parler de facteurs de risque ou de cancer, mais que la machine à ventilation positive en tant que telle ne permet pas une élimination des petites particules étrangères, toxiques, qu'il y a dans l'air ambiant. Et de par l'époque dans laquelle nous vivons, il y en a de plus en plus, mais vous savez, liées au plomb, liées à la peinture, liées aux différentes machines qu'il y a chez vous. La pollution de l'air est un problème de santé publique majeur. Et donc, on a tout intérêt à filtrer l'air que l'on respire. Alors,
Idéalement, peut-être, si l'air pouvait être plus sain, ça serait magnifique, mais en deuxième intention, peut-être par des machines qui viendront sur le long terme pour purifier l'air de nos maisons. Mais en même temps, le meilleur filtre, c'est l'organisme. Et si vous respirez avec une machine qui, au contraire, provoque un afflux de ces particules toxiques dans votre circulation sanguine, je ne sais pas ce que ça peut donner sur le long terme, mais je ne pense pas que ce soit très positif. Enfin, comme autre effet secondaire qui ont été décrits, une plus grande fréquence d'infections pulmonaires pour des raisons qui sont évidentes, puisqu'on ne respire pas de façon physiologique avec une pression positive, mais plutôt avec une pression négative. Les différents effets secondaires que je vous ai énoncés ne sont pas là pour vous dire il ne faut pas utiliser la machine à ventilation positive. Mais il faut toujours se bénéficier, je dis bien bénéficier d'un traitement en connaissance des avantages et des inconvénients. Et il faut connaître également les alternatives. On va les voir de façon très succincte. Mais dans un certain nombre de cas, la machine à ventilation positive n'est pas du tout obligatoire pour toutes les raisons que je vous ai évoquées précédemment. Absence d'avantages sur les facteurs de risque cardiovasculaires et sur les autres facteurs de risque du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, et avec des effets secondaires qui ne sont pas négligeables. Et donc, se poser la question, est-ce que je ne vais pas utiliser une orthèse d'avancée mandibulaire? Alors, je ne vais pas refaire tout un discours sur l'orthèse d'avancée mandibulaire parce que j'ai déjà édité une vidéo sur l'orthèse d'avancée mandibulaire et sur ses avantages et inconvénients, qui sont nombreux. Je parle des inconvénients, mais les avantages aussi sont importants. Donc, il faut bien prendre en compte cette possibilité. Mais l'orthèse qui est plutôt dédiée aux patients qui ont soit un syndrome d'hyperrésistance des voies aériennes, soit une apnée qui est légère. Ça ne marche pas très bien sur les apnées qui sont sévères. Et là aussi, on n'a pas prouvé un bénéfice de l'orthèse d'avancée mandibulaire sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, qu'est-ce qui reste comme alternative thérapeutique? Et c'est par là que je terminerai de façon assez succincte. C'est de réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'une guérison? Or, dans un certain nombre de cas, et je dirais dans l'immense majorité des cas des patients que j'examine pour une apnée obstructive du sommeil, eh bien, on peut envisager une guérison en augmentant le volume des voies aériennes par la technique de l'ARA, c'est-à-dire que c'est l'avancée rotation antihoraire. J'appellerais donc une technique que j'appelle à titre personnel la guérison par l'avancée rotation antihoraire, ou GARA, G-A-R-A. Et pourquoi en parler? Puisque quand on égrène tous les effets secondaires de la machine à ventilation positive, et on se dit, tout compte fait, en chirurgie, même s'il peut y avoir des complications, bien évidemment, il peut y avoir des complications, elles ne sont pas si importantes que cela au vu des complications que j'ai énoncées précédemment. D'autre part, si les conditions anatomiques sont bien requises, la possibilité d'une guérison et d'un traitement qui n'est pas palliatif, c'est intéressant. On peut se sevrer de la machine et donc avoir une vie en ayant diminué les facteurs de risque cardiovasculaires, les facteurs de risque liés à l'apnée, puisqu'il n'y a plus d'apnée, ou du moins on a considérablement diminué la survenue des apnées. Et donc ce sont des techniques chirurgicales qui sont fiables, qui ont été établies en Suisse dans les années 80 et aux États-Unis. En Suisse par le professeur Hermann Seiler. Aux États-Unis, le professeur Woolford en a parlé il y a de cela quelques décennies. Et technique, bien sûr, qu'un certain nombre d'opérateurs réalisent de façon régulière. À titre personnel, ce sont des techniques que j'utilise de façon excessivement régulière pour envisager des guérisons pour les patients qui le souhaitent, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées précédemment. Ceux qui veulent tout simplement se sevrer de la machine et ceux qui veulent se prémunir des facteurs de risque cardiovasculaires ou des autres complications possibles de la machine à ventilation positive et surtout de l'apnée obstructive du sommeil. Et enfin, il faut adapter une prise en charge en fonction de ce que chaque patient souhaite. Si vous tolérez bien la machine et que vous connaissez les effets secondaires, les limites de la machine à ventilation positive sur le moyen et long terme, eh bien,
il faut utiliser de façon régulière la machine à ventilation positive. Si par contre, vous voulez vivre normalement et être guéri de cette pathologie qui est invalidante et dont les facteurs de risque sur la santé sont importants, eh bien, il faut se poser la question d'une technique chirurgicale qui peut vous permettre de guérir. Et cette technique chirurgicale, celle qui donne les meilleurs taux de succès à l'heure actuelle, c'est la technique de l'avancée rotation antihoraire, puisqu'elle donne des taux de succès excessivement importants et un sevrage de la machine dans l'immense majorité des cas. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter des éléments pour que vous puissiez réfléchir sur les avantages, les inconvénients de telle et telle technique si malheureusement vous souffrez d'une apnée obstructive du sommeil. Merci beaucoup.